Bonjour à toutes et tous. On commence ce journal ici en France où l'inquiétude grandit après la découverte de 9 cas du variant Omicron, dont 8 en France métropolitaine. En 24 heures, le pays enregistre 48 000 nouvelles contaminations. Un nouveau conseil de défense sanitaire aura donc lieu lundi pour, je cite, savoir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires. Le gouvernement veut éviter à tout prix une saturation des hôpitaux. On écoute tout de suite le ministre de la Santé, Olivier Véran. Nous ne laisserons évidemment pas la pression monter dans les hôpitaux. En tout cas, nous ne laisserons pas la pression monter trop pour pouvoir préserver nos hôpitaux. Le Premier ministre vient de rappeler l'objectif majeur pour ne pas se poser la question des jauges, des couvre-feux, des fermetures anticipées. Si on ne veut pas se poser cette question, on se vaccine, on prend soin de soi, on respecte les gestes barrières. Et sachez-le, une nouvelle manifestation pour la défense de l'hôpital public, mise à mal, vous le savez, ces dernières années en France, est prévue ce samedi à Paris. Et direction l'Afrique du Sud, le premier pays à avoir détecté un premier cas du variant Omicron. Oui, Pauline, le pays a décidé d'accélérer le rythme de sa campagne vaccinale. Sur place, les cas explosent et les scientifiques sont tous sauf optimistes. On fait le point avec Julien Cheida. C'est une course contre la montre qui se joue en Afrique du Sud. 11 000 nouvelles contaminations en Covid-19 ont été enregistrées jeudi, contre 2 000 une semaine auparavant. La faute, selon les médecins, au nouveau variant Omicron, jugé plus contagieux que ses prédécesseurs. Près des 3/4 des cas se concentrent dans la province très peuplée du Gauteng, où se trouvent les 2 plus grandes villes du pays. We are worried about the rapid rise in these numbers, and we want to deal with it. So we are repurposing the beds. We are preparing the health system. We're going back to the things we have done. C'est à Johannesburg qu'a été détecté pour la première fois le nouveau variant. Il est désormais présent dans 7 des 9 régions du pays. Vacciner en masse est donc la priorité absolue. Jusqu'à présent, sur les 60 millions d'habitants que compte le pays, environ un quart seulement sont totalement vaccinés. Which is very encouraging. I think that was due to the anxiety over the new variant. But I think the public have listened to the president. À cause de l'apparition du variant Omicron, la région de l'Afrique australe est en partie coupée du monde, suite aux fermetures des frontières ordonnées par plusieurs pays occidentaux. Une mesure jugée totalement inefficace par les scientifiques. Dans l'actualité également, cette entrevue entre Anthony Blinken et Sergueï Lavrov, une réunion russo-américaine à propos des tensions grandissantes entre Moscou et Kiev dans l'est de l'Ukraine. Si les discussions diplomatiques se poursuivent, vous le voyez, sur le terrain, l'arrivée massive de troupes russes à la frontière ukrainienne fait bien sûr craindre le pire. On retrouve Gulliver Krag, notre envoyé spécial dans le Donbass. Bonjour Gulliver. Combat, mouvement de troupes, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Alors, selon le communiqué de l'armée ukrainienne publié ce matin, il y a eu une nuit assez typique pour cette année dans le Donbass, avec des combats à plusieurs endroits de la ligne de front. Pas ici à Avdiivka même, mais à Avdiivka, il y a 2 jours des combats. Et il y avait eu des combats hier à Krasnohorivka, qui n'est pas loin d'ici. L'armée fait état d'un soldat blessé, mais qui serait dans une condition stable. Mercredi, c'est la dernière fois qu'il y a eu un soldat de l'armée ukrainienne tué. La dernière fois que des positions, que des domiciles, que des endroits civils ici à Avdiivka avaient été touchés, c'était au mois d'août. Gulliver, comment réagissent les Ukrainiens après cette nouvelle escalade avec la Russie ? Alors ici à Avdiivka, les gens disent qu'ils ont l'impression que cette année, il y a plus de combats peut-être que l'année dernière. Ça, c'est pour la plupart. Mais en fait, les gens à qui on a parlé ne sont pas exactement sûrs si c'est pire cette année que l'année dernière. Plus généralement, sur la ligne de front, on a l'impression que depuis le printemps de cette année, les combats s'intensifient. Et du coup, bien sûr, les gens sont inquiets. Mais les gens dans le Donbass, depuis 7 ans maintenant, ils vivent dans cette tension permanente. Il y a des combats, il y a des périodes un peu plus calmes, il y a des périodes un peu plus intenses. Il y a des périodes où il y a beaucoup de spéculations dans les médias sur la possibilité d'une éventuelle réinvasion, si vous voulez, par la Russie de cette région. Et les gens n'ont pas envie d'y penser. Ils n'ont pas envie vraiment de rentrer dans ces spéculations. Ça, c'est vraiment la réponse qu'on reçoit de la plupart des gens à qui on parle ici. On n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie d'y croire. Ils aimeraient
que tout cela finisse et qu'ils aient de nouveau accès à Donetsk, où beaucoup de gens qui habitent ici ont de la famille, ont des amis et où ils n'ont pas accès pour le moment, mais ils n'ont pas vraiment espoir que cela advienne bientôt, mais on n'a pas l'impression non plus qu'ils vivent vraiment dans la peur que quelque chose de pire arrive bientôt, mais c'est peut-être juste parce qu'ils n'ont plus vraiment la force mentale de s'adresser à cette question que arrivera. C'est la réponse qu'on reçoit de la plupart des personnes à qui on parle. Merci Gulliver, on vous retrouvera bien sûr évidemment tout au long de la journée pour faire un point régulier sur la situation dans la région. On va passer maintenant à la tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe et elle a débuté aujourd'hui. Oui, avant le Qatar et l'Arabie Saoudite, courte escale aujourd'hui à Dubaï, hôte de l'exposition universelle. Les Émirats Arabes Unis qui fêtaient d'ailleurs hier leur 50e anniversaire. Le président de la République devrait signer dans la journée plusieurs contrats juteux. Parmi eux, une éventuelle vente record d'avions Rafale. Une visite dans le Golfe qui illustre bien la volonté de Paris de conserver des alliés fiables dans la région. La suite de la visite du pape François à Chypre, c'est une île symbole de la crise migratoire que traverse actuellement l'Europe. Le souverain pontife a appelé sur place à l'unité dans un plaidoyer pour une Méditerranée plus fraternelle. Signe de son engagement, selon le président chypriote, François a dit vouloir amener 50 migrants résidant sur l'île chez lui en Italie. Alexia Kefalas est sur place pour France 24. Il y a plusieurs sortes de divisions, sur 3 points. Division parce que c'est une île qui est divisée depuis 1974. Il faut savoir que Chypre appartient à l'Union européenne, mais son quart nord est occupé par l'armée turque depuis maintenant 43 ans. Et effectivement, ça fait partie des points qui sont douloureux pour le pape François. Il faut appeler à l'unité, notamment depuis que la Turquie gronde et ne veut pas de réunification après tant d'années de négociations et veut 2 États. Donc ça fait partie des points de division qui sont douloureux. Division aussi parce que du coup, ce quart nord devient un point de passage pour des milliers d'exilés. Il faut savoir que Chypre, par rapport au per capita, ce qu'on appelle donc par rapport au nombre d'habitants, est le pays européen qui reçoit le plus de réfugiés à l'heure actuelle, de demandeurs d'asile qui passent donc par cette frontière avec cette Turquie, ce quart nord occupé par l'armée turque. Donc c'est vrai que c'est difficile. 38% d'augmentation pour les 10 premiers mois de 2021 par rapport à toute l'année 2020. Donc c'est dire l'augmentation et c'est dire aussi la gestion de la situation, une gestion que le pape François voudrait bien plus humaine. Et c'est pour ça qu'il y a un appel à l'Union européenne, non seulement fait par François, mais aussi par Nikos Anastasiadis, le président chypriote, qui voudrait partager ce fardeau des demandeurs d'asile. Toutes les demandes d'asile ne peuvent pas être traitées en même temps. Et c'est la raison pour laquelle cette mise en lumière par l'arrivée du pape François est très importante. C'est un pape américain, mais qui est particulièrement attaché à l'Europe. C'est la 8e visite du pape dans la région. C'est la première, certes, à Chypre, mais c'est pour ça que c'est une plateforme, c'est un carrefour entre l'Orient et l'Occident pour transmettre des messages. Alors effectivement, le pape François va repartir avec 50 migrants, comme il l'avait fait en 2016 lors de sa visite à Lesbos, sur l'île grecque de Lesbos, où il était reparti avec 12 personnes de Syrie qui travaillent maintenant en Italie. Là, ça va être la même chose avec notamment des Camerounais, des Afghans qui sont à Chypre, et ce sont des familles qui vont partir plus tard donc vers l'Italie à la demande du pape. Mais c'est aussi une plateforme Chypre internationale pour aussi faire l'appel à la solidarité aussi avec le Liban qui est juste à côté de Chypre, où le pape aimerait se rendre, où la situation est fragile. Et c'est pour ça qu'il profite de cette visite pour justement transmettre un appel à plus de solidarité, à plus de dialogue, à plus d'humanité. Et en ces temps assez difficiles, ce sont des messages qui sont particulièrement bien accueillis, non seulement à Chypre, mais dans tout le reste de la région. Elle va faire ses adieux politiques la semaine prochaine. Après 16 ans aux commandes de l'Allemagne, la chancelière Angela Merkel va donc passer la main à Olaf Scholz. Hier, elle a dit au revoir aux forces armées. Une cérémonie militaire de départ marquée par un rare clin d'œil à sa jeunesse à l'Est. Cela s'est fait en chanson, musique choisie du punk, un tube de la diva Nina Hagen qu'elle écoutait lorsqu'elle avait 20 ans. Voilà donc pour cet hommage aux militaires allemands. Il est